Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Rencontre à la folie qui aujourd'hui vous conduit au château de Versailles. Le château de Versailles, dont les origines remontent au XVIIe siècle, a été successivement un relais de chasse, un lieu d'exercice du pouvoir et dès le XIXe siècle un musée. Composé du parc et des jardins, ainsi que des châteaux de Trianon, il s'étend sur 800 hectares. Poussons maintenant les grilles pour nous retrouver dans la grande perspective. En effet, des jardins, cet axe est-ouest à l'infini pour horizon. Cette grande perspective s'étend de la fenêtre centrale de la galerie des Glaces jusqu'à l'horizon en suivant les jardins et le grand canal. C'est le jardinier André Lenôtre qui a fait élargir cette allée et prolonger ce grand canal de près de 2 km. Ce fut un projet colossal. Sur ce plan d'eau, naviguaient des gondoles, des chaloupes, des yachts, pour honorer la marine royale. Retenez que l'eau est la folie de Versailles. Le parc du Roi Soleil compte près de 2000 bassins et fontaines. Le plus haut de ces jets monte jusqu'à 27 mètres. Observons maintenant de plus près la fontaine de Latone. Latone était la maîtresse de Jupiter. De leur union sont nés Diane et Apollon, les jumeaux. Junon, épouse de Jupiter, se venge et chasse Latone qui erre près des étangs de Lycie. Elle cherche de l'eau pour elle et ses enfants. Des paysans malveillants lui refusent l'accès à ce breuvage. Cette fontaine nous rappelle alors le mauvais sort lancé par Jupiter aux paysans qu'il a changés en crapauds afin qu'ils restent éternellement dans leurs étangs. Plus Versailles grandit, plus le roi ressent le besoin d'une nouvelle maison de plaisance. Trianon est le nom d'un ancien village que le roi acheta pour étendre son domaine. Il y invite sa famille, son fils Monseigneur, y vient comme ses autres nombreux enfants, avec eux ses nombreuses maîtresses. À Trianon, tout est fait pour marier jardin et demeure, pas d'étage, la transparence d'une loggia entre cour et jardin, visible de partout.
Très influencé par l'architecture italienne, ce palais s'étend sur un seul niveau, placé entre cour et jardin. Ce lieu, que l'on appelle péristyle, est caractérisé par 7 arcades qui donnent sur un espace envahi de fleurs en pot changées quotidiennement, si odorantes qu'elles donnaient parfois la nausée à ses visiteurs. Madame de Maintenon, épousée secrètement, raconte qu'un été 1689, on dut fuir tant les parfums des fleurs entêtaient. Louis XV fait aménager le petit Trianon pour Madame de Pompadour. Louis XVI choisira de l'offrir à sa jeune épouse Marie-Antoinette. La reine fera le choix, elle, de s'installer au hameau entouré de jardins plus naturels que l'on appelle à l'anglaise. Découvrons maintenant la chapelle royale. On sait que la monarchie absolue est religieuse. En France, elle provoque autour du roi un sentiment très puissant de ferveur, d'admiration, ce qui rejoint l'émotion religieuse. Louis XIV a 72 ans au moment de son édification. Il n'en a profité que 5 ans. C'est le plus haut bâtiment du château, avec 44 mètres de hauteur, Dieu seul pouvant s'élever plus haut que le roi. Chaque matin, vers 10 heures, le roi très chrétien assistait à la messe du haut de sa tribune, entouré de sa famille. Les tribunes latérales sont réservées au reste de la cour, le peuple aussi pouvait participer à la messe. Dans cette chapelle, dessinée par les architectes Ardouin Mansart et Robert de Cotte, on célébra le mariage de Marie-Antoinette et Louis XVI en 1770. De nos jours, elle est encore utilisée pour des concerts de musique baroque. Découvrons maintenant la Galerie des Glaces, ce lieu de réception des ambassadeurs, des festivités très raffinées et prisées par la cour. Conçue pour faciliter la circulation entre l'appartement du roi au nord et celui de la reine au sud, cette galerie, longue de 73 mètres et large de 10 mètres, a une hauteur de 12,50 mètres. On y trouve 17 arcades auxquelles font face 17 fenêtres, et sur chacune d'elles, 21 miroirs sont entourés de baguettes de bronze doré. Au total, 357 miroirs reflètent les extérieurs du jardin. On a l'illusion d'un espace sans limite. À une époque où les miroirs sont petits et très coûteux, ceux de la galerie témoignent du prestige du roi et des savoir-faire français. Les miroirs, dits au mercure, ont un reflet très particulier, irrégulier et plus doux que les miroirs modernes. Dans cette galerie, 24 lustres en cristal de Bohême scintillent de Pampille, des statues, des bustes d'empereurs. Sa fonction ? C'est une salle des pas perdus que le roi traverse plusieurs fois par jour. Les courtisans l'y attendent dans l'espoir de l'apercevoir et éventuellement de demander une faveur. C'est un haut lieu de réception et de fête. On y célèbre le mariage de Louis XVI et Marie-Antoinette en 1770. La Galerie des Glaces est un lieu de pouvoir et de magnificence. De nos jours, les chefs d'État en visite officielle y sont toujours reçus. La magnifique voûte peinte par Charles Lebrun est un hymne à la gloire du roi. Les peintures s'étendent sur plus de 1000 mètres carrés. Observons maintenant le portrait du roi par Hyacinthe Rigaud. Ce portrait d'apparat placé dans le salon d'Apollon se trouve à l'intérieur du grand appartement du roi. Ce tableau, peint par Hyacinthe Rigaud en 1701, a été commandé pour l'offrir au petit-fils du roi, Philippe V d'Espagne. Ce portrait particulièrement réussi restera finalement au château. En arrière-plan, on y voit une colonne, des draperies riches et précieuses.
Le décor théâtralise la figure d'un roi incarnant le pouvoir absolu. Celui-ci gouverne par lui-même. On dit Rex Lex. Représenté en habit de cour, Louis XIV porte un grand collet et des rebras de dentelle, une perruque qui a été mise à la mode par Louis XIII. Le roi est chaussé de souliers à talons rouges que seule l'aristocratie est à l'époque autorisée à porter. Le roi de France est représenté debout devant une estrade recouverte d'un tapis à fond d'or. Il est vêtu du manteau royal couvert de fleurs de lys à revers d'hermine porté au moment du sacre. Son autorité est appuyée par les régalias qui sont les insignes du pouvoir. C'est le sceptre à fleurs de lys qui symbolise le commandement, l'épée incrustée de pierres précieuses qui symbolise, elle, le pouvoir et la puissance militaire. On retrouve sa main de justice qui représente le pouvoir judiciaire et la possible clémence du roi. Enfin, observez la couronne incrustée de pierres précieuses qui, elle, incarne la royauté. On observe que le roi porte également autour du cou la croix de l'ordre du Saint-Esprit, cet ordre de chevalerie qui a été fondé en 1578 par Henri III. Ce portrait est un beau compromis entre une mise en scène de la majesté du roi et son humanité. Le roi Soleil, qui a ici 63 ans, montre des traits du visage un peu affaissés, ce qui traduit une volonté de réalisme de la part du peintre, qui le représente tout de même avec de belles jambes dignes d'un danseur. Poussons maintenant les portes de l'Opéra Royal. Nous savons combien Louis XIV aimait les spectacles, mais l'Opéra Royal est une commande de Louis XV. C'est l'architecte Ange-Jacques Gabriel qui en a la charge entre 1748 et 1770. Grâce à un plan en ovale, le spectateur profite du meilleur point de vue. L'acoustique y est divine. Tout en bois, la salle sonne comme une caisse de violon. Elle peut contenir jusqu'à 1000 places. Plus grande salle de spectacle d'Europe, lors de son inauguration sous Louis XV, l'opéra est un chef-d'œuvre, une véritable prouesse de technique et de raffinement décoratif. Extraordinaire espace modulable, c'est ici donc que les noces de Louis XVI et Marie-Antoinette ont été célébrées, offrant aux invités 3 jours de fête, un banquet, un bal et un spectacle. Rappelons-nous que Versailles était autrefois en Europe un des principaux foyers de la création musicale. Et pour terminer cette visite, je vous propose quelques mots d'enfant avec Elona, que j'ai eu la chance d'accompagner avec sa classe de Saint-Raphaël à Versailles cette année. Moi, à Versailles, j'ai adoré l'opéra et la galerie des glaces. C'est terminé pour aujourd'hui. À bientôt, à la folie!